Nous y voici, nous y voilà les amis, enfin cette vidéo tant attendue arrive. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée, que ce soit en mail, en commentaire YouTube. On m'a même envoyé des lettres par la poste pour me dire Lucas, sors-nous cette vidéo. Présente-nous tes livres minimalistes préférés. Donc, je m'exécute aujourd'hui après un peu plus d'un an sur YouTube. Alors, avant de commencer, disclaimer, je ne vais pas présenter des livres classiques, des livres qui parlent de minimalisme à proprement parler. Premièrement, je n'en lis plus. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet pour t'expliquer pourquoi je ne lis plus de livres sur le minimalisme. Et deuxièmement, parce que tu peux trouver assez facilement les sources. Voilà, t'as pas besoin de moi, tu fais des recherches un peu sur Google ou sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va pas parler de Marie Kondo, bien qu'on l'embrasse quand même, mais de livres, voilà, un petit peu plus divers, mais qui prônent la philosophie minimaliste, et à chaque fois je vais t'expliquer pourquoi et les leçons que j'en ai tirées dans mon mode de vie. Bon, si t'es un peu déçu parce que tu voulais absolument que je te conseille des livres sur le minimalisme pur et dur, je vais t'en conseiller un seul que je conseillerais à tout le monde, c'est L'Essentiel et rien d'autre. Il est déjà assez connu, mais je pense qu'une fois que t'as lu ce livre, t'as des bases assez solides, c'est un livre clair, épuré, qui donne des règles simples. Bon, une fois tout ça dit, on va passer à mes livres minimalistes préférés. Bien sûr, tu pourras trouver tous les liens en description. On passe tout de suite au premier livre. Le premier livre minimaliste que j'aimerais te présenter, c'est Antifragile de Nassim Taleb. L'antifragilité est un concept développé par Nassim Taleb, et d'entrée, il le dit, il ne faut pas confondre l'antifragilité avec la robustesse. Un objet ou un système robuste, c'est un objet ou un système qui va subir des chocs, mais ne pas casser. Un objet ou un système antifragile va subir des chocs et se renforcer. Nassim Taleb donne l'exemple classique du vaccin. Il dit que quand on se vaccine, on s'injecte une certaine quantité minime de poison, entre guillemets, dans le corps, pour que notre corps fasse une réaction et développe des anticorps. Ça s'appelle l'hormèse en médecine. On peut aussi prendre l'exemple courant de la musculation. Quand on va à la salle de musculation, on crée des micro-déchirures dans nos muscles, et nos muscles grossissent et deviennent plus forts. Ça, ce sont typiquement des exemples d'antifragilité, des choses qui subissent des chocs et qui se renforcent par la suite. Et pourquoi Nassim Taleb développe tout ce concept d'antifragilité ? Parce qu'il nous dit qu'aujourd'hui, la plupart des institutions modernes sont fragiles, pour la simple et bonne raison qu'elles sont beaucoup trop complexes, et que nous gagnerions énormément à simplifier les choses dans beaucoup de domaines de notre vie. La complexité, ça rend très vulnérable au hasard. Nassim Taleb dit que nous vivons dans un monde par définition hasardeux, dans lequel des signes noirs peuvent intervenir. Les signes noirs, c'est encore selon lui, des événements absolument imprévisibles, mais qui sont fortement probables. Par exemple la crise de 2008 ou encore le Covid. On a donc tout à gagner à créer des systèmes beaucoup plus simples et à créer des choses par soustraction. Or, les systèmes modernes ont beaucoup plus eu tendance à créer des choses par addition. Bon, ce livre, comme je te l'ai dit, c'est un énorme pavé, donc j'en ai tiré énormément de leçons, mais d'un point de vue minimaliste, j'ai tiré une leçon principale, c'est qu'il faut que je privilégie la simplicité dans mon organisation et dans mon approche des choses au quotidien. Cette simplicité, surtout dans mon emploi du temps, elle va me rendre antifragile à des événements extérieurs. Je ne sais pas ce qui peut se passer, je peux avoir un impératif imprévu, je peux avoir une personne qui m'appelle pour faire quelque chose, donc parfois dans mon organisation, j'essaie d'être beaucoup plus antifragile depuis que j'ai lu ce livre. Le second livre que j'aurais à te conseiller, c'est ce livre How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. En français, ça donne Comment rater à peu près tout, mais quand même finir par gagner gros. Ce livre a été écrit par un dessinateur de BD à succès qui s'appelle Scott Adams. La leçon principale que j'ai tirée de ce livre, c'est qu'il faut se concentrer sur un système et non sur le but. C'est une idée dont je te parle souvent, mais quand j'ai lu ce livre à l'époque, c'est une des premières fois où je faisais face à cette idée. Et vraiment, ça a été sur le coup une révélation, parce que j'avais toujours baigné dans cette mentalité selon laquelle il faut avoir un but, et que le but, c'est la seule chose qui compte dans la vie. Mais Scott Adams a une phrase un peu provoque dans son livre, c'est que les buts sont pour les perdants et les systèmes sont pour les gagnants. Grâce à cette mentalité, Scott Adams met l'accent sur les vertus de l'échec et explique comment il est allé d'expérience en expérience, il a tenté de gagner de l'argent avec un petit peu tout ce qui lui tombait sous la main, et à chaque fois, il a échoué jusqu'à un jour devenir un dessinateur à succès. Mais il explique que sans toutes ces expériences, il ne serait pas un humain aussi complet aujourd'hui. Il a réussi à avoir pas mal de compétences, même si ce n'est pas devenu un expert dans la plupart de ces choses-là, mais il a réussi à toucher à plein de choses, il a réussi à développer des capacités dans plein de domaines, et en quelque sorte, c'est l'échec qui l'a forgé. Ici, la mentalité minimaliste, je la vois où ? Je la vois dans le fait de se lancer sans hésiter, de ne pas passer sa vie à tirer des plans sur la comète, et de se dire que fait est mieux que parfait, et quoi qu'il arrive, les échecs nous permettront de pivoter, mais toujours en se perfectionnant sur le chemin. Enfin, une idée que j'ai trouvée séduisante dans ce livre, qui m'a pas mal décomplexé sur ma vision des choses, c'est que agir, c'est trouver sa voie. On parle souvent de passion, on dit tout le temps qu'il faut trouver sa passion, mais moi, comme beaucoup de gens,
peut-être comme toi, je pensais que pour trouver ma passion, il fallait que je m'assieds à un bureau et que je réfléchisse à ce que j'aime. Mais il le dit que la passion, c'est un peu des foutaises. Parce qu'à part un tout petit pourcentage de gens qui savent qu'ils veulent devenir médecin ou avocat dès leur plus jeune âge, et c'est génial pour eux, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et c'est en agissant et en trouvant dans quoi on est bon qu'on commence à vouloir travailler chaque matin et à développer une expertise solide dans un domaine. Le troisième livre que j'aurais à te présenter, c'est un livre un peu plus populaire, peut-être même que tu l'as déjà lu, c'est Essentialism de Greg McKeown. Je me devais vraiment de le présenter parce qu'il m'a vraiment énormément marqué à l'époque où je l'ai lu, parce que c'est la première fois que j'ai fait face à un minimalisme un peu plus mental. Dans ce livre, Greg McKeown met beaucoup l'accent sur notre énergie au quotidien et nous explique, et c'est la grande leçon que j'en ai tirée, qu'on ne peut pas tout faire tout le temps pour tout le monde à la fois et bien le faire. Il explique qu'on a tous une jauge d'énergie limitée dans la journée et qu'il faut bien diriger son énergie au lieu de se disperser dans tous les sens à tout vouloir faire à la fois et se concentrer sur le peu de choses qui comptent pour nous pour bien les faire. Ce livre, il m'a vraiment fait comprendre que toute décision qu'on prend a une contrepartie. Quand on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre. Et je trouve vraiment ça intéressant d'avoir conscience de ça au quotidien. Par exemple, dans mon cas, si j'ai envie de travailler 8 heures par jour ou si j'ai envie de sortir en soirée et de me coucher à 7 heures du matin, dans les deux cas, je saurai exactement pourquoi je prends cette décision et je saurai qu'il y a une contrepartie. Et je trouve ça intéressant d'être ok avec ça. L'important, c'est juste d'avoir une vision des choses et que tes actes soient alignés avec cette vision. Donc, que ce soit pour réduire ton nombre de choix, apprendre à dire non à certaines opportunités parce que tu as déjà beaucoup de choses à faire, ou encore pour apprendre à prioriser ta vie, je te conseille vraiment ce livre. Le quatrième livre que j'aurais à te conseiller, c'est In Defense of Food de Michael Pollan. C'est un livre sur la nourriture. Donc on s'écarte un petit peu des sujets que je traite habituellement. Dans ce livre, il s'attaque au mythe du nutritionnisme. Il s'attaque à la vision actuelle des choses qui vise à penser qu'un aliment se résume seulement à la somme de ses nutriments et qu'on peut décomposer les nutriments d'un aliment pour le comprendre et pour être en meilleure santé. Il nous dit justement qu'aujourd'hui en Occident, il y a un paradoxe avec une population qui n'a jamais autant voulu être en bonne santé, mais qui n'a jamais été en aussi mauvaise santé. Je le classe dans les livres minimalistes tout simplement parce que Michael Pollan, il met en garde sur la complexification permanente de notre alimentation. En réalité, chaque époque a un nutriment ou une vitamine miracle à la mode et les gens, ils savent plus trop où donner de la tête, alors qu'il s'agit juste, encore une fois, de revenir aux bases de l'alimentation. Et les bases, selon Michael Pollan, c'est de manger des aliments complets, des aliments de saison, en majorité des végétaux, et pas en trop grande quantité. Ce livre, il a pas changé ma vie parce que j'ai toujours eu une assez bonne éducation en termes de nourriture. On embrasse ma mère qui est une excellente cuisinière, mais il est quand même venu confirmer et donner des bases scientifiques concrètes à des intuitions et des idées que j'avais sur la manière de s'alimenter. La grande leçon que j'ai tirée de ce livre, c'est que la nourriture, ça ne se limite pas qu'à des nutriments. Ça ne se limite même pas que à ce qu'on met dans notre bouche. La nourriture, c'est une histoire de civilisation, de culture, de partage social, et la nourriture, c'est presque quelque chose de spirituel au final, qui regroupe énormément de choses. Donc concentrons-nous un peu moins sur les nouveaux aliments à la mode, soi-disant enrichis en minéraux, en vitamines, en protéines, ou je ne sais quel autre terme que beaucoup de gens ne comprennent pas malheureusement, et remettons un peu l'art de la table au centre de notre alimentation. Mon cinquième livre minimaliste préféré, c'est The Unfair Advantage de Ash Ali et Hassan Kuba. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que les deux auteurs, dès le début du livre, ils partent d'un postulat clair. La vie est injuste. Ils balayent dès le début du livre ce qu'ils appellent le mythe de la méritocratie, cette mentalité qui consiste à croire que quoi qu'il arrive, si tu travailles comme un acharné, tu vas réussir, et ils disent que dans la vie, il faut jamais occulter la part de chance qui intervient. Malheureusement, la chance, c'est pas quantifiable. Donc comment est-ce qu'on va faire en plus de cette chance? On va apprendre à travailler intelligemment et pas travailler de manière acharnée vers quelque chose qui nous mène nulle part. Et travailler intelligemment, c'est se concentrer sur son avantage injuste. L'avantage injuste, c'est un élément qui va te donner un avantage compétitif sur les autres. Un élément que les autres ne peuvent pas forcément répliquer. Donc les auteurs donnent dans le livre 5 leviers qui peuvent être intéressants pour trouver son avantage injuste. Le premier levier, le premier avantage injuste, c'est l'argent. Par exemple, si tu as assez d'argent aujourd'hui pour lancer une idée que tu as envie de lancer. Le deuxième levier, c'est l'intelligence. Alors l'intelligence, ça regroupe énormément de choses comme l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la compréhension des personnes qui t'entourent et la compréhension rapide de concepts abstraits que tu peux lire dans des livres par exemple. Le troisième avantage injuste, c'est le lieu et la chance, c'est-à-dire être au bon endroit au bon moment et savoir quoi en faire. Le quatrième avantage injuste, c'est l'éducation et l'expertise. Est-ce que tu as reçu une bonne éducation ou est-ce que tu es assez à l'aise avec le fait d'aller chercher des informations dans les livres et à comprendre des concepts? Est-ce que tu arrives à chercher assez facilement des informations pour devenir meilleur dans un domaine? Enfin, le cinquième avantage injuste, c'est le statut. Est-ce que tu as des connexions? Est-ce que tu connais du monde? Comment es-tu perçu par les gens qui t'entourent? Ça va être le statut de manière générale. La grande notion que j'ai tirée de ce livre, c'est la notion de travail intelligent. C'est ne pas chercher à toujours tout vouloir optimiser et se dire qu'on a tous des cartes en main et qu'on peut pas jouer avec toutes les cartes. Il faut pas chercher à se disperser et à tout optimiser à la fois parce qu'on va juste perdre notre énergie pour rien. En quelque sorte, l'avantage injuste,
c'est une application de la loi de Pareto. Il faut distinguer le peu de choses qui peut faire la différence et sur lesquelles tu dois vraiment travailler intelligemment pour réussir. Je suis allé un petit peu vite sur ce livre, mais il mériterait vraiment une critique entière. D'ailleurs, comme tous les livres que j'ai cités dans cette vidéo, donc si tu veux une vidéo sur un des livres dont j'ai parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, dis-moi les livres dont tu veux que je parle et je prendrai ça en compte pour les futures vidéos. Voilà pour ces 5 livres. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais te dire 2 choses. La première, c'est que tu vois que le minimalisme et la philosophie du moins mais mieux, ça s'arrête pas au livre où il y a écrit minimalisme dans le titre, ça s'arrête pas aux livres qui vont te parler juste des désencombrements de ta garde-robe. Cette philosophie-là, tu peux la trouver un peu partout et beaucoup d'ouvrages qui ne parlent pas forcément de minimalisme viennent prouver que simplifier les choses et être heureux avec moins permet toujours d'aller plus loin. Ne cherche pas à vouloir toujours lire les nouveaux livres à la mode sur le minimalisme, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et qui sont redites. C'est aussi une des choses que j'ai envie de faire avec ma chaîne, c'est de ne pas parler que de minimalisme pur et de me diversifier dans plein de sujets annexes parce que je sens que cette philosophie-là peut être appliquée à plein de choses et c'est ça qui est extrêmement intéressant. La deuxième chose que j'aimerais te dire, et ça serait indigne de ma part de pas te le dire parce que je dis toujours que passer à l'action c'est mieux que la réflexion, une fois que tu as lu tous ces livres c'est très bien, essaie d'en tirer des leçons principales comme je l'ai fait dans cette vidéo et mets-les en pratique dans ton quotidien. Des livres qui sont juste lus, qui trônent dans une étagère ou qui sont stockés dans un Kindle, ça ne sert à rien. Mets les choses en action pour simplifier ta vie, aller vers l'essentiel et être plus heureux avec cette philosophie du moins mais mieux. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Si tu souhaites aller plus loin et avoir des conseils, des astuces et des anecdotes sur le minimalisme, l'énergie et la psychologie en général, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour t'inscrire à mes lettres minimalistes. J'envoie du contenu encore plus poussé que je partage pas sur YouTube. Tu peux aussi me laisser un petit j'aime, t'abonner à cette chaîne et commenter cette vidéo. Vraiment toutes ces interactions sont super importantes pour moi, c'est plus qu'une commodité. Plus tu réagis à mon contenu, plus ça va être vu par d'autres gens pour que mon travail puisse se développer. Voilà, comme je te le disais il y a quelques semaines, j'essaye vraiment de prendre une autre tournure avec ma chaîne YouTube, de toucher le plus de gens possible. Un petit commentaire, un petit j'aime, un petit abonnement, ça serait très important pour moi. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.